Aujourd'hui, donc, c'est 14 janvier 2023, ici, donc, à Paris, en France, pour pouvoir échanger autour de ces trois sujets que nous avons essayé de réunir. Et nous avons donc notre camarade, le coordonnateur de cette fédération, donc le camarade Albert Nkulubundu, qui va conduire donc, nous conduire autour de ces grands sujets, partager les grandes idées que partage donc Nouvel Élan, et puis nous donner la position de Nouvel Élan par rapport à la situation qui prévaut dans la Mouka actuellement, le processus électoral, mais le grand sujet qui regroupe, qui chapeaute en tout cas ces trois sujets, c'est celui qui concerne donc la mort ou l'héritage, je dirais, de Patrice Emery Lumumba, 62 ans après sa mort, et je dirais 22 ans donc après la mort de Laurent Désiré Kabila, qui s'inscrit donc dans le même sens, dans la même direction qui s'inscrit dans le combat de Patrice Emery Lumumba. Alors, nous n'allons pas nous étendre longuement. Je vais rapidement passer la parole donc à notre ami, notre camarade Albert Nkulubundu. Et lui, donc, va pouvoir nous évoquer d'abord sa position par rapport à notre premier point de notre réunion d'aujourd'hui. Patrice Emery Lumumba, que reste-t-il de son combat 62 ans après sa mort et 22 ans après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila? Camarade, vous avez la parole. Merci, camarade Christophe Mafuta, pour la parole que vous me donnez. Merci aux camarades qui sont ici présents dans cette salle pour parler du combat de Patrice Emery Lumumba. Lumumba est assassiné il y a 62 ans de cela, dans le Katanga. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le combat de Patrice Emery Lumumba et le combat de Laurent Désiré Kabila. Ces deux personnalités politiques de notre pays ont marqué l'histoire du Congo, l'histoire de la lutte de notre peuple pour l'indépendance et la souveraineté de notre peuple. Lumumba est arrivé au pouvoir grâce aux élections de mai 60. Il était à la tête d'une coalition, la coalition des nationalistes qui avait gagné les élections, qui était majoritaire à l'Assemblée nationale, au Parlement. Donc, mais bien avant, cette victoire de Lumumba a été rendue possible par rapport à plusieurs événements qui se sont déroulés pendant la colonisation belge. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, ils se souviendront de ce qu'on appelait en 1931 la révolte des Bapende. Quelqu'un d'autre a écrit en appelant cette révolte la révolte de Baoni, parce qu'elle n'était pas seulement dans le Kwilu où il y avait des Bapende, mais cette révolte était aussi, s'était aussi étendue dans le Kivu, un peu partout dans le pays. Donc il y a eu en 1931 la révolte des Baoni, ou des Bapende. En 1920, il y a eu ce qu'on appelait la révolte des Dockers à Matadi. Plus tard, dans la force publique, il y avait eu une autre mutinerie dirigée par le premier sergent Ngoyi Mukalabwisi, si je prononce bien le nom, et ça c'est en février 1944. Et à l'Union minière du Haut-Katanga, appelée actuellement Gécamine, en 1941, il y a eu également une grève, une révolte menée par les travailleurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la Gécamine. Dans les plantations des huileries, je pense en 1931, il y a eu également une révolte des travailleurs dans le Kwilu Kwango. Et tous ces événements-là préparaient les esprits à la révolte. À la révolte, pourquoi? Parce qu'il y avait une domination dans le pays.
la domination belge et les gens se battaient, voulaient absolument que le Congo devienne indépendant. Donc, ces événements qui se déroulent pendant la colonisation trouvent, comment dirais-je, un point qui déborde le 4 janvier 59. Le 4 janvier, c'est pas un fait du hasard. C'est toutes ces frustrations, c'est toutes ces luttes-là, les gens qui se battent depuis plusieurs années. Et finalement, lors de ce match-là qui s'est déroulé au stade Tata Raphaël, il y a eu débordements, les événements, il y a eu des morts et consorts, et ça coïncide au moment où les Congolais sont en train de se battre pour l'indépendance. Et lorsqu'on organise, les Belges sentent vraiment que les Congolais veulent l'indépendance, et ils décident de donner l'indépendance parce qu'il y avait eu beaucoup d'événements, et la pression était telle que il fallait accorder l'indépendance au Congo. Donc, s'il y a eu un 30 juin 1960, la date du 30 juin, c'est parce que tout au long de la colonisation, les Congolais avaient résisté, ils étaient en train de se battre pour avoir leur indépendance, pour avoir la liberté. Donc, c'est des dates importantes que les Congolais doivent retenir dans l'histoire de notre pays. À telle enseigne que lorsqu'on organise les élections de mai 60, eh ben, c'est Lumumba qui incarne la lutte pour l'indépendance du pays, qui les gagne avec la coalition de tous ceux qui étaient pour l'indépendance, parce que la classe politique aussi était divisée. Il y a de ceux qui étaient pour la continuité de la domination belge. Je me souviens qu'il y a un parti, mon défunt me parlait d'un parti, le PNP, qu'on appelait Penepene Namundele. Donc, mais le groupe de Lumumba était pour l'indépendance. Kasavubu aussi était pour l'indépendance. Et voilà, c'est ce groupe-là qui va gagner les élections. Et ils sont majoritaires à l'Assemblée. Ils forment le gouvernement. Mais Lumumba n'a fait que 3 mois au pouvoir. Parce que, justement, ceux qui voulaient avoir la même mise sur le Congo ont tout fait pour empêcher Lumumba, comme Premier ministre, à mettre en application son programme qu'il avait pour le développement de notre pays. Et ça se passe dans un contexte où on parle de la guerre froide. Il y a le bloc capitaliste avec les États-Unis d'Amérique en tête, et il y a le bloc socialiste avec l'Union soviétique de l'époque. Tout de suite, Lumumba est diabolisé, présenté comme un communiste. Tout cela est fait pour l'abattre politiquement et physiquement. Alors, Kasavubu décidera, je pense si je ne me trompe pas, le 5 septembre, il prend la décision de révoquer Patrice Emery Lumumba. Pourquoi? Parce que Lumumba dérange les intérêts de ceux qui veulent continuer la domination sous une autre forme. Et ceux qui étaient d'accord avec la domination belge, américaine, occidentale, n'ont pas bien vu la politique que voulait mener Patrice Emery Lumumba. Ils ont toujours présenté Lumumba comme un anti-blanc, même si Lumumba lui-même avait dit qu'il voulait continuer à travailler avec la Belgique, mais pourvu qu'on respecte notre souveraineté, notre indépendance. Mais ils ont mal vu, ils ont mal compris cette position de Patrice Emery Lumumba, et ils ont comploté. Les Belges ont réussi à acheter les Kasavubu, les Mobutu. Kasavubu révoque Patrice Emery Lumumba le 5 septembre, sans passer par le Parlement, comme le prévoyait la loi fondamentale, donc la Constitution. Lumumba est chassé et il nomme Ileo Songo Amba, qui était le président du Sénat. Il devient Premier ministre pour quelque temps. Mais finalement, Mobutu, qui était placé à la tête de l'armée par Patrice Emery Lumumba, le 14 septembre, il prend la parole à la radio, il dit qu'il destitue Lumumba et Kasavubu. Il le neutralise les deux, parce que on estimait que c'était les deux qui étaient en conflit. Mais en réalité, ce n'était pas les deux qui étaient neutralisés, c'est Lumumba qui était neutralisé seul. Alors, le gouvernement Lumumba est déchu, c'est l'insécurité qui s'installe, et Kasavubu décide de fermer
le Parlement. Le Parlement, les deux chambres sont fermées, les ministres sont traqués. Un bon nombre de ces ministres décident, le gouvernement Lumumba décide de s'installer à Kisangani, qui était considéré comme le fief des nationalistes. Gizenga va à Kisangani, il s'installe là-bas. Et Patrice Emery Lumumba est à Kinshasa, il devait rejoindre les autres qui se trouvaient à Kisangani à l'époque dans les villes. Malheureusement, il est arrêté et ramené à Kinshasa, mis en prison. Il est allé à Mbanzangungu, donc Tisville à l'époque. De Tisville, on l'a emmené à Bakwanga, dans le Kasaï, chez Kalonji. De là, on l'emmène chez son ennemi, Tchombe, qui était en sécession, parce qu'il faut le dire. Vous allez le constater, même quand je vais parler de Kabila, lorsque Lumumba accède au pouvoir et qu'il dérange les intérêts de ceux qui veulent la domination du Congo, et les forces extérieures poussent le Congo dans une crise énorme. Ils manipulent certains politiciens, on verra. Au mois de juillet, le Katanga entre en sécession. C'est Moïse Tchombe qui déclare la sécession du Katanga. Et au mois d'août, c'est Albert Kalonji au Kasaï qui aussi demande l'indépendance du Kasaï. Donc le gouvernement central n'a plus la même mise sur ces provinces riches. On fait en sorte que Lumumba ne puisse pas avoir les moyens de sa politique. Et Lumumba, c'était une parenthèse, arrêté, emmené, plus tard transféré chez Tchombe. C'est là qu'il sera assassiné. Il est assassiné le 17 janvier 1961. Ses partisans n'ont plus de choix, ils sont traqués. La plupart sont en exil. Et ils continuent à mener la lutte en exil. Beaucoup des lumumbistes qui étaient avec Lumumba l'ont trahi. Certains ont rejoint Mobutu, qui fera plus tard son coup d'État, en 65, si je ne me trompe pas. Mais Mobutu nomme, quand il fait son coup d'État, il prétend neutraliser, il nomme un collège de commissaires généraux dans lequel on retrouve les Tshisekedi, les Bomboko, le groupe des Ndele, tous ces mondes-là, ils sont dans ce collège de commissaires généraux. Excusez-moi, camarade, sans vouloir vous arrêter, vous avez fait une belle rétrospective historique sur le profil de Lumumba et le contexte politique dans lequel son accession, donc son apparition sur la scène politique de la République démocratique du Congo. Oui. Donc depuis le passé, vous avez évoqué les différents événements qui ont conduit à l'indépendance et comment il est arrivé et comment il a été dérangeant, s'il faut dire, pour ceux qui voulaient avoir une mainmise sur la République démocratique du Congo. Avant que vous ne puissiez enchaîner sur voilà, cette deuxième partie donc, des années sombres de Mobutu et arriver jusqu'à M. Kabila certainement, je voudrais que vous essayiez de nous ressortir un peu le fond de la vision de Lumumba. Qu'est-ce qui dérangeait en fait à toutes ces personnes qui voulaient avoir cette mainmise sur les richesses, sur ce grand trésor que nous partageons tous aujourd'hui, le Congo? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment de fond dans sa vision? Bon, ce qui dérangeait plus, c'était le discours de Patrice Emery Lumumba, d'abord, le discours le 30 juin. Okay. Dans ce discours, Lumumba rappelle tout ce que les Congolais ont vécu pendant la colonisation. Les souffrances du peuple congolais. Lumumba rappelle cela dans son message pour dire que ce n'est pas une indépendance cadeau qu'on nous donne. C'est pourquoi j'ai cité les dates des mutineries, les souffrances du peuple congolais. Exactement. Et donc, tout ça, c'était la lutte de notre peuple et qui a fini par arracher son indépendance. Désormais, nous devenons maîtres de notre destin. Donc, Lumumba a dit, vous allez voir comment l'homme noir, dans la liberté, est capable de développer son pays, son continent.
Donc c'est tout ça qui a dérangé ceux qui voulaient continuer à avoir la même mise au Congo. Parce que le Congo est stratégique, le Congo est au centre de l'Afrique, le Congo a 9 frontières. Si le Congo se développe, c'est l'Afrique entière qui se développe. Donc il fallait, dans ce contexte-là, de la guerre froide, il fallait continuer à avoir la même mise sur les richesses du Congo. N'oublions pas que l'uranium qui a servi à la construction de la bombe atomique est venu des mines de Chikolobwe dans le Katanga. Donc c'était un enjeu stratégique pour la CIA, pour les États-Unis d'Amérique, d'avoir une mainmise sur le Congo, continuer leur domination sur le Congo. À avoir un homme comme Patrice Emery Lumumba qui parlait de la liberté, qui parlait de l'indépendance de notre pays, ça n'a pas plu aux multinationales, aux grandes puissances, il fallait l'éliminer. C'est la raison pour laquelle tout a été fait. L'entourage de Lumumba a été utilisé, manipulé pour l'emmener à la mort. Il n'a pas été tué parce que c'était Lumumba, il a été assassiné parce que il incarnait une vision pour le développement de l'Afrique, pour le développement du Congo, mais ce développement-là devait passer par des relations de partenariat avec le monde occidental, fini la domination. Et ça n'a pas plu à ceux qui avaient dominé le Congo pendant plus ou moins 80 ans. D'accord, ok. Maintenant, la deuxième partie, vous nous parlez donc de l'avènement du pouvoir du maréchal Mobutu après le coup d'État. Là, vous pouvez maintenant enchaîner avec... Voilà, donc Patrice Lumumba est assassiné, les Lumumbistes sont en exil. Okay. Certains sont à Kisangani, ils se retranchent à Stanleyville de l'époque, et pour résister contre le coup d'État de Kinshasa. Mais finalement, avec toujours l'aide des puissances étrangères, ils ont réussi par plusieurs manœuvres. Il y a eu la tentative de trouver une solution pacifique à la crise. Il y a eu des rencontres à Kokilatville, ce qu'on appelle aujourd'hui Mbandaka. Il y a eu la rencontre de Tananarivo à Madagascar pour essayer de mettre les Lumumbistes et les putschistes de Kinshasa tous ensemble. Ça n'a pas tenu. Finalement, ils se sont réunis à Lovanium, ce qu'on appelait le conclave de Lovanium, et dans lequel un gouvernement est sorti, dirigé par Cyril Adoula, qu'on a présenté comme un syndicaliste neutre qui pouvait réconcilier les tendances en conflit, alors que Adoula, c'était un agent de la CIA, proche des milieux occidentaux, et c'est lui qui devient Premier ministre. Gizenga vient siéger dans ce gouvernement. Ils font une mission à Belgrade. À son retour, on le prend, on le met en prison. Donc, c'est le groupe de Binza, avec Mobutu en tête, les Kassavubu, les Tshisekedi, les Bomboko, c'est eux qui font la loi au Congo. Les Lumumbistes sont en exil, à Brazzaville et ailleurs. Et c'est là que Moulele, qui était ministre de l'Éducation, décide de prendre les armes. Après avoir été en Chine, il prend les armes parce qu'il est convaincu que la lutte pacifique n'aboutira pas. Et le 3/4 du pays est entre les mains des insurgés lumumbistes, avec Pierre Moulele à la tête, et Laurent Désiré Kabila est à l'est du pays. Il est mandaté pour aller ouvrir un front à l'est du pays. C'est un jeune lumumbiste qui était déjà à Kisangani à l'époque. Finalement, les 3/4 du pays sont entre les mains des insurgés. Une fois de plus, c'est l'intervention belge, les Américains, les Belges qui sautent sur Kisangani, l'opération Omegang bruxellois, pour réduire les insurgés lumumbistes qui étaient en train de récupérer le pouvoir militairement, ce qu'ils avaient perdu. Et finalement, Moulele, qui se retrouve plus tard à Brazzaville, est arrêté en 68, transféré à Kinshasa, il est assassiné. Laurent Désiré Kabila reste à l'extérieur du pays, il est en Tanzanie, il est tantôt à Dar es Salaam, il est au Soudan, voilà, il a un maquis à l'est. Il continue à résister, et la guerre froide finit dans les années 90 avec l'effondrement du mur de Berlin, et les Américains changent leur stratégie dans notre région, et ils cherchent comment placer d'autres personnes à la tête du Congo. Mobutu n'est plus important,
Et il y a eu ce qu'on a appelé l'AFDL. On a créé un mouvement à partir du Rwanda, de l'Ouganda, pour renverser le régime de M. Mobutu. Et c'est là que Laurent Désiré Kabila ressurgit. Il est dans ce mouvement-là. Les Américains ne lui font pas confiance parce qu'ils se souviennent de ce monsieur qui est un pro-lumumbiste anti-politique occidentale. Mais c'est Museveni, c'est Kagame qui donne des garanties à ces messieurs, américains et autres, pour dire que nous allons assurer la sécurité, nous allons assurer la logistique, les troupes seront les Rwandais et Ougandais, des troupes rwandaises et ougandaises, donc il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Laurent Kabila, nous les connaissons, les autres sont des jeunes, ils n'ont pas l'expérience, on a besoin de cet homme-là. On commence par mettre à la tête de ce mouvement Laurent Désiré Kabila comme porte-parole. Il est d'abord porte-parole, parce qu'il parle bien l'anglais, il parle bien le français, il parle bien Swahili. Et la guerre est menée jusqu'à ce que Mobutu est renversé. Mais curieusement, ceux qui avaient soutenu cette lutte ont cru qu'ils allaient faire de Kabila un deuxième Mobutu. Or, Kabila, c'est quand même quelqu'un qui a baigné dans la lutte de Patrice Emery Lumumba. C'est un jeune lumumbiste des années 60. Il n'a pas perdu son orientation idéologique et politique. Et il s'oppose au dictat des Rwandais, des Ougandais et des maîtres de ces pays-là, c'est-à-dire le monde occidental qui veut prendre les richesses du pays sans rien laisser au Congo ou aux Congolais. C'est là qu'est né le conflit. Donc, vous voyez que Lumumba est assassiné parce qu'il veut l'indépendance de notre pays, oui, la souveraineté de notre pays. Il y a un deuxième Lumumba qui s'appelle Laurent Désiré Kabila, qui a baigné dans la mouvance lumumbiste, qui arrive au pouvoir en faisant des alliances avec ces gens-là, mais pourvu qu'il arrive quand même à Kinshasa, il a le pouvoir, les mêmes puissances avec les voisins congolais décident de faire de lui un petit Mobutu, donc il se met à la tête du Congo pour servir les intérêts des autres. Kabila Laurent dit, non, moi je ne suis pas prêt à servir vos intérêts, je suis pour la vision qu'avait Patrice Emery Lumumba, que nous soyons maîtres de notre destin, de nos richesses et autres. Et tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? On tente d'assassiner Laurent Désiré Kabila, ça ne marche pas. Et c'est la guerre du 2 août qui est déclenchée. Caractéristique commune avec Lumumba en 60. Lumumba en 60 a connu ce qu'on appelait les sécessions. Il y a eu Tshombe qui était un pro-américain belge qui a déclaré la sécession katangaise. Il y a eu Kalonji qui a déclaré la sécession sud-kassaïenne. Mais avec Laurent Désiré Kabila, c'est aussi des sécessions, mais c'est sous forme de rébellion. Oui. On le coupe des moyens de sa politique, le Kivu, tu vois, le Kivu et d'autres provinces, Ituri et consorts, c'est le Congo le plus important parce qu'il y a des matières premières là-bas. Le gouvernement central n'a plus rien. Il ne restait qu'à Kabila que le Kasaï où il a exploité le diamant de la Miba pour financer la guerre. Donc si on comprend bien, c'est que dans les 3 mois de mandat de Patrice Emery Lumumba, il a connu donc tous ces rémus, tous ces mouvements de sécession, des guerres et des combats, donc presque de balkanisation du pays. Oui. Et là, on constate que Laurent Désiré Kabila arrive le 17 mai 1997. Oui. Et tout de suite en 98, c'est ça ce que vous avez dit? En 98, il y a une rébellion qui éclate. Oui, il y a une rébellion qui éclate. Le 2 août. Voilà. Le 2 août, il y a une rébellion qui éclate parce que vous avez bien fait de rappeler, Lumumba parle déjà de la balkanisation. Dans un de ses discours, il dit la Belgique veut balkaniser le Congo. Okay. Il parlait déjà de la balkanisation du Congo parce qu'il y a eu la sécession du Sud-Kasaï. Il y a eu la sécession du Katanga. Mais qui était derrière cette sécession? Ce sont les puissances occidentales, les multinationales qui voulaient avoir le contrôle. S'ils n'ont pas le contrôle du gouvernement central, ils déclenchent tout de suite ce qu'on appelait les sécessions, mais c'est en quelque sorte la balkanisation.
Donc vous comprenez l'expression de la balkanisation. La lutte contre la balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Elle était déjà là en 60. À chaque fois que les puissances occidentales, les multinationales, à chaque fois qu'ils n'ont pas le contrôle, quand ils perdent le contrôle du gouvernement central, tout de suite, ils recourent à cette politique de balkanisation, de rébellion, de sécession. Parce que durant le règne de M. Mobutu, pendant les 32 ans, on n'avait jamais parlé de balkanisation. On n'avait jamais parlé de la sécession ni de la rébellion. Curieusement, on déclenche les rébellions, les sécessions, que lorsqu'on a la tête du Congo un patriote. Parce qu'on n'accepte pas son esprit indépendant, le courant, l'idéologie qu'il incarne pour le développement du Congo, tout en respectant aussi les autres peuples, mais que ces mêmes peuples-là respectent aussi notre indépendance, notre souveraineté. Ça, ils n'ont jamais accepté. Voilà pourquoi Laurent Désiré Kabila, malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé, Laurent Désiré Kabila a connu un peu le même sort que Patrice Emery Lumumba. Il a été assassiné. Il n'a pas été assassiné parce que, je ne sais pas, on ne voulait pas de lui, il n'était pas beau ou comment, mais on l'a assassiné parce qu'il incarnait une vision du Congo qu'il n'avait pas plu à ceux qui l'avaient aidé pour arriver au pouvoir. Alors, depuis lors, le pays a connu les négociations de Sun City, on a mis en place un gouvernement 1+4, on a ramené les mouvements qui étaient en rébellion, on les a mis, l'armée est déstabilisée, le Congo est fragilisé jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous voyez la manière dont les hommes politiques se comportent au Congo, vous comprendrez pourquoi le Congo est dans cette situation que nous déplorons tous. Les jeux des alliances, ceux qui trahissent les uns les autres, ceux qui ont trahi Patrice Emery Lumumba, qui ont accepté de faire le jeu de puissance qui voulait avoir la mainmise sur le Congo, ce sont certains qui étaient avec lui dans le MNC, qui ont mené aussi la lutte pour l'indépendance avec lui. N'oublions pas que Kalonji, qui a déclaré la sécession sud-kassaïenne, était du MNC, Lumumba. Et après, du MNC, après ils se sont séparés, il a créé son MNC Kalonji. Donc c'est une caractéristique de la classe politique. Mobutu, qui est devenu chef d'état-major, qui a fait le premier coup contre Patrice Lumumba, qui a emmené Lumumba à la mort, était membre du MNC Lumumba, et c'est Lumumba qui l'a placé. Et c'est le même qu'on a utilisé par les puissances extérieures pour arrêter Patrice et l'assassiner. Et c'est le même qui a traqué les autres lumumbistes contraints d'aller en exil. Les Moulélé Pierre, qui les a assassinés, et les Benguila et autres, c'est Mobutu. Parce que camarades, est-ce que ces trahisons ne sont peut-être pas dues au fait qu'ils n'étaient pas dans l'idéologie lumumbiste et que c'était tout simplement des personnes qui étaient là pour des opportunistes? Bien sûr. Ben oui, c'était des gens qui sont là pour combattre l'idée de Lumumba, qui ne voulaient pas combattre, pas Lumumba physiquement seulement, mais l'idéologie qu'incarnait Lumumba, la vision qu'il avait du Congo. Pour preuve, regardez, ils ont combattu, Lumumba était pour l'indépendance du pays, pour la souveraineté de notre peuple. Mais l'indépendance du pays n'a pas profité à Lumumba. Le Congo devenu indépendant nominalement, l'indépendance a profité à ceux qui combattaient l'idée de l'indépendance de Patrice Emery Lumumba. Parce que les Mobutu se sont enrichis, et toute la bande du groupe de Binza, c'est eux qui ont tiré profit de l'indépendance. Matériellement, ils se sont enrichis, des villas et autres. Mais Lumumba qui s'est battu, qui voulait que le Congo devienne indépendant, ces gens-là ne voulaient pas de lui, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné, ils ont mis en place une politique des dominations extérieures. Ce n'était plus la colonisation de l'homme blanc, mais c'était ce qu'on appelle en politique la nouvelle forme de colonisation, le néocolonialisme. C'est-à-dire, vous avez en face de vous votre propre frère congolais, africain, mais qui travaille pour les intérêts des autres. C'est ce que vous évoquez là est très intéressant. Ce que moi je retiens de votre discours, c'est
j'essaie de faire une sorte de parallélisme que je voudrais que vous nous fassiez ici, en tant que coordonnateur justement de Nouvel Élan. Lorsque vous regardez ce qu'a incarné le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, et vous avez évoqué son héritier idéologique qui a été Mzee Kabila, dans ce contexte post-coup d'État de 1960, qui avait Mobutu qui a géré pendant toutes ces années de 32 ans de pouvoir. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que c'est cela justement la question de notre sujet, que reste-t-il de l'héritage de Lumumba? Très bien. Qu'est-ce que, par rapport à la situation d'aujourd'hui, quel parallélisme vous pouvez faire entre les opportunistes de cette époque-là, tous ces traîtres, tous ces groupes des gens des Binza que vous avez qualifiés indirectement, donc de ces profiteurs de la pseudo-indépendance que nous avons tenue, et l'héritage ou l'héritier ou de l'idéologie de Lumumba, et quelle est la particularité qu'apporte justement Nouvel Élan, dont vous êtes coordonnateur ici en diaspora. Quel est l'apport justement de Nouvel Élan en tant que parti héritier également de l'idéologie de Lumumba, de la pensée de Lumumba, par rapport à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo? Essayez de nous rapprocher un peu ces différents éléments. Merci camarade Christophe. La question est claire. Que reste-t-il du combat de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila? Nous devons nous mettre d'accord. Ils se sont battus pour l'indépendance, oui, pour la souveraineté de notre peuple. Aujourd'hui, dans la situation actuelle au Congo, quelles sont les formations politiques qui se battent pour l'indépendance et pour la souveraineté de notre peuple? C'est ça la vraie question. Nous avons plusieurs partis politiques, je crois plus ou moins 500 partis politiques au Congo, peut-être plus. Mais qui s'inscrit dans le combat de Patrice Emery Lumumba? Dans toutes ces formations. Il y en a peu. Moi, je ne vois pas. Mais je me souviens quand même qu'il y a quelques années, précisément après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il y a eu un processus, nous sommes allés aux élections en 2006. Il y a eu le PPRD, la plupart des cadres sont venus de l'AFDEL, l'AFDEL qui est arrivé au pouvoir avec Laurent Désiré Kabila. Mais lorsqu'on analyse la pratique politique de l'AFDEL, c'était un peu différent. Le contexte était compliqué parce qu'il y avait des Rwandais, il y avait pas mal d'opportunistes. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, qui a pris le pouvoir, il a créé ce qu'on appelait le PPRD. On a cru que ce parti allait s'inscrire dans le combat de l'AFDEL, le combat de Laurent Désiré Kabila. Curieusement, la pratique a démonté pendant 18 ans de règne de Joseph Kabila. Ce qu'ils ont fait n'avait rien à voir avec la vision de Lumumba, la vision de Kabila Laurent, qui s'est battu pour l'indépendance de notre pays et pour la souveraineté de notre peuple. Donc, ils n'ont pas été à la hauteur par rapport à cela. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont dans ce combat-là. La pratique l'a démontré. Ils peuvent tenir des beaux discours, mais le critère de vérité, c'est la pratique. Je prends aussi un autre cas d'un parti qu'on appelait le Parti Lumumbiste Unifié. À la tête, Antoine Gizenga, qui était le vice-premier ministre de Patrice Emery Lumumba. Lorsqu'on a organisé les élections en 2006, curieusement, le PALU, qui n'était pas au pouvoir, a réalisé un score extraordinaire. Ça prouve à suffisance que dans le peuple, l'idée de l'indépendance, de la souveraineté continue à vivre. Gizenga s'est positionné en troisième position, excusez-moi la tautologie, lui qui n'avait pas de moyens, lui qui n'était pas sorti de sa résidence pour aller battre campagne. Et Kabila était au point de quitter Kinshasa, de fuir, parce que je me souviens que le MLC était fort dans la ville de Kinshasa. Et c'est au deuxième tour que Gizenga a donné le mot d'ordre en faveur de Kabila. Kabila est resté. Et il y a eu un gouvernement qui a été mis en place. Ce gouvernement a travaillé et a réalisé un certain nombre de choses. Il s'est battu dans une certaine mesure pour assurer la souveraineté, l'indépendance, mais ce n'était pas vraiment ça le combat de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila.
quand on voit ce qui s'est passé après. Il y a eu pas mal de réalisations. Je prends le cas, Mobutu nous avait légué une dette de 15 milliards. Grâce à ce gouvernement dans lequel il y avait des lumumbistes, on a payé la dette. On a commencé à augmenter les salaires des gens. Ça, c'était des points positifs du gouvernement où il y avait des lumumbistes à l'intérieur. Mais c'était un gouvernement hétérogène sur le plan idéologique. Ce n'était pas ça la pensée de Patrice Emery Lumumba ni de Laurent Désiré Kabila, puisque ceux qui venaient du PPRD étaient là-dedans, n'avaient rien à part le discours en disant que nous sommes des lumumbistes, mais dans la pratique, il n'y avait rien. Nous sommes les héritiers de Mouzé, mais dans la pratique, il n'y avait plus rien. Tout ce que Mouzé avait laissé, Laurent Désiré Kabila, les réserves stratégiques, les cantines, tout ça a été supprimé. Donc, dans la configuration actuelle, il est difficile de dire que le combat de Patrice Emery Lumumba continue à travers les organisations politiques qui essayent de mener la lutte sur place, sur le terrain. Mais, de tous ces partis politiques-là, il y a quand même, je peux dire, il y a quand même des formations politiques qui essayent de suivre la pensée politique de Patrice Emery Lumumba. Okay. On peut tout dire, le PALU, quand on voit la manière dont il était organisé, à partir des rues, quand on voit ce que Laurent Désiré Kabila avait tenté de faire à travers les CPP et autres, on se dit, cette forme-là d'organisation, c'est des gens de gauche qui voulaient se battre pour l'indépendance, pour la souveraineté de notre peuple. Sur le plan idéologique, le parti lumumbiste se réclamant du courant de Lumumba, des idées de gauche, a montré que seuls ils étaient capables de renverser les choses et ils ont gagné pas mal de choses pendant la campagne électorale et ils sont arrivés au pouvoir de la manière dont nous savons. Mais toujours dans la stratégie de déstabilisation, tout a été fait pour casser ce parti-là afin qu'il ne continue plus à vivre. Et ça, c'est l'œuvre du PPRD qui a tout fait pour casser le PALU. Le PALU qui est un parti lumumbiste, mais des cendres du PALU qui continuent à exister, hein, mais aujourd'hui en plusieurs groupes. Il y a le PALU Mayobo, le PALU Makachi, et Dorothée, la fille de Gizenga, paix à son âme. Donc le PALU est aujourd'hui effrité. Mais Nouvel Élan se dit aussi de ce courant-là, se réclame aussi de ce courant-là. Dans la déstabilisation du PALU, il y a un homme politique qui résiste à cela. Il s'agit de Mouzito, qui a été membre du PALU. Quand le PPRD déstabilise le PALU, il met le feu dans la maison, comme lui-même utilisait, Mouzito, il sort par la fenêtre. Il crée le Nouvel Élan qui s'inspire, qui se dit, nous continuons la lutte de Patrice Emery Lumumba, nous voulons l'indépendance de notre pays, nous voulons la souveraineté de notre peuple. Donc Nouvel Élan est né des cendres de cette lutte-là, qui s'inspire du combat de Patrice Emery Lumumba, qui s'inspire du combat de Laurent Désiré Kabila, du fait que nous voulons l'indépendance de notre pays et la souveraineté de notre pays, mais nous ne refusons pas de collaborer avec l'extérieur. Nous acceptons de collaborer avec n'importe quel pays du monde, pourvu que le fruit de cette collaboration profite à notre peuple. Ça, c'est très bien. C'est ça notre philosophie, c'est ça le lumumbisme. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas compris. Lorsque Gizenga nomme Mouzito comme son successeur à la tête de la primature, il lui confie l'héritage de continuer. Et ceux qui ont combattu Mouzito, croyant qu'il combattait l'homme, mais ils ont combattu la décision que Gizenga avait prise en confiant à ce monsieur la continuité de son combat politique. Et ça n'a pas plu à ses adversaires. Ils ont coalisé avec certains membres de la direction, un peu comme dans les années 60. Ils vont recruter dans la direction du PALU pour déstabiliser Mouzito.
Ils ont empêché que Mouzito soit candidat à l'élection de 2018. Ils l'ont fait partir du parti. Et Mouzito s'est organisé, bien qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Il a travaillé à mettre en place ce qu'on a appelé plus tard la Mouka. Alors, que reste-t-il de ce combat aujourd'hui? Dans la classe politique actuelle, il y a peu de gens qui s'inspirent de la pensée de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, pas sur le plan des noms, mais sur le plan de la lutte pour l'indépendance, la souveraineté de notre peuple. Cette indépendance qui veut que nous puissions aussi travailler avec les autres. Nous ne disons pas que nous allons évoluer fermés, sans tenir compte de l'évolution du monde. Nous sommes prêts à travailler avec tous les peuples du monde, pourvu que le fruit de cette collaboration profite à notre peuple. Voilà le contenu du combat. Que reste-t-il? Je réponds à la question. Oui. Que reste-t-il de ce combat? Je dis, dans la configuration actuelle, au Congo, il y a peu de partis politiques qui se battent pour... Mais nous avons un peuple qui est toujours disponible, et même l'Afrique est en train de se lever en suivant les orientations de Lumumba, de Thomas Sankara, et d'autres qui se sont battus, les Modibo Keïta au Mali et autres, qui se sont battus pour l'indépendance de l'Afrique, pour l'indépendance du Congo. Nous avons un modèle, c'est Lumumba. Nous avons aussi un modèle, c'est Laurent Désiré Kabila. Il peut avoir eu des défauts, chacun de nous a ses défauts, mais je parle de l'orientation idéologique pour la souveraineté et pour l'indépendance de notre pays. Notre organisation politique, Nouvel Élan, s'inscrit dans cette lancé dans cette direction de la lutte de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Excusez-moi camarade, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, nous, Nouvel Élan, où Nouvel Élan peut affirmer haut et fort qu'il est le seul héritier de Patrice Emery Lumumba? Parce que finalement, les héritiers, on peut en avoir plusieurs, mais un seul accède au trône. Oui, ben, nous, on ne se gêne pas. Aujourd'hui, nous avons... décidé de parler de Lumumba, de sa vision par rapport au Congo, parce que nous nous inscrivons dans la continuité de son combat. Voilà pourquoi nous sommes à l'aise aujourd'hui de parler de Lumumba. Donc on est le seul héritier. Oui, mais il y a peu de gens qui peuvent en parler. Ou s'ils peuvent parler de Lumumba, c'est pour gagner un peu la confiance de l'opinion. Mais dans la pratique, on ne les voit pas. C'est comme les gens du PPRD qui organisent des commémorations parlant de Laurent Désiré Kabila, mais dans la pratique, ils font le contraire de ce que prônait Laurent Désiré Kabila. Donc voilà pourquoi moi je dis, que reste-t-il de ce combat-là? Qui continue le combat pour l'indépendance, pour la souveraineté de notre peuple? Il suffit de voir la manière dont Nouvel Élan est organisé. Nouvel Élan, aujourd'hui, il est dans toutes les provinces de notre pays. Nous nous organisons à la base. C'est ça le lumumbisme. Conscientiser, organiser notre peuple dans tout le pays pour mener cette lutte pour l'indépendance de notre pays, de notre peuple, la souveraineté de notre peuple. Voilà pourquoi Nouvel Élan s'est inscrit, par exemple, dans la lutte pour, disons, la lutte contre la lutte contre la fraude, par exemple, parce que nous voulons que l'expression de notre peuple soit respectée. Lorsqu'on a volé la souveraineté de notre peuple lors des élections de décembre 2018, nous nous sommes inscrits dans la dynamique de combattre la fraude électorale parce que, pour nous, la souveraineté de notre peuple mérite d'être défendue. Quand le peuple a fait son choix, nous devons le respecter. C'est ça le combat de la souveraineté. En effet. Mais au-delà de la souveraineté, en 3 mots, c'est quoi l'héritage de Patrice Emery Lumumba, de Kabila et autres que Nouvel Élan défend? Mais vous avez répété, le combat pour la souveraineté de notre peuple, c'est-à-dire que ce soit nous, Congolais, qui décidons sur notre destin, et non les autres. Vous suivez le discours de notre leader, qui s'oppose à la domination rwandaise. Les Rwandais qui veulent nous imposer des dirigeants. Nous nous opposons aussi du fait que Tshisekedi, qui est arrivé frauduleusement à la tête de notre pays, se permet d'aller signer des accords en remettant en cause la souveraineté de notre peuple. Voilà pourquoi nous sommes opposés à la présence de la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est.
C'est contre notre souveraineté parce que les États qui sont membres de cette organisation sous-régionale violent la souveraineté, l'intégrité territoriale, tuent les Congolais. Ça ne s'inscrit pas dans la lignée de la lutte de Patrice Emery Lumumba qui voulait que nous puissions, nous tous, bénéficier des richesses de notre pays. Et la démocratie, nous nous battons pour la démocratie. C'était aussi le combat de Patrice Emery Lumumba, parce que si Lumumba n'était pas démocrate, il ne serait jamais arrivé au pouvoir par la voie électorale. Vous avez parlé justement de Nouvel Élan et du camarade Adolphe Muzito, qui est un lumumbiste et qui a eu à exercer vraiment, à manifester même cette pensée lumumbiste à travers ses idées, à travers sa pratique, à travers sa lutte politique. Et cette lutte polique face à ce que nous connaissons tous, cette fraude électorale de 2018, qui l'a conduit à être l'un des initiateurs de cette plateforme qu'on a appelée Lamuka. Oui. Voilà, pour pouvoir résister. Bien qu'au début, ça a été cette plateforme pour pouvoir conduire donc une plateforme électorale, pour pouvoir conduire des idées qui prônent l'indépendance, la souveraineté de notre peuple, et également donc la bonne gouvernance et la démocratie. Mais après cette fraude électorale, il s'est justement positionné, Lamuka, dont il est l'un des initiateurs, il s'est positionné donc en cette structure de résistance pour tenir le peuple en alerte pendant cette législature, jusqu'en cette année 2023, donc des échéances électorales. Mais il nous arrive tous des échos, il nous arrive tous ces informations sur cette sorte de crise qui prévaut aujourd'hui au sein de Lamuka. Et ça nous conduit justement à nous poser la question, qui est notre deuxième sujet, Lamuka, qui a trahi qui? Et qu'en est-il justement de la situation qui prévaut actuellement? Oui, je vais, au moment opportun, donner des précisions. Mais c'est intéressant, je vais répondre à votre question. Qui a trahi qui? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent dans l'opinion, dans les milieux politiques, autour de Lamuka. C'est l'occasion de remettre les choses à leur place. Mais pour revenir faire une petite parenthèse sur le combat de Patrice Emery Lumumba, Lumumba, qu'est-ce qu'il voulait quand je dis qu'il voulait la souveraineté, l'indépendance de notre pays? Aujourd'hui, pour ceux qui suivent, le Premier ministre honoraire, notre leader de Nouvel Élan, le camarade Adolphe Muzito, depuis un certain temps, il sillonne les provinces. Il parle de la titrisation des terres, la lutte pour la terre. C'est ça le combat de Patrice Emery Lumumba, que nous soyons destin de notre... maître de notre destin. Maître de notre destin. Il dit, on doit restituer la terre aux Congolais. Il faut titriser les terres, il faut connaître les richesses qui sont là, parce que la terre n'appartient pas au peuple congolais. La terre appartient à ceux qui sont au gouvernement, et ceux qui sont au gouvernement, lorsque l'étranger arrive, il leur donne la terre. Et il faut mettre fin à cette histoire. Les Rwandais et les Ougandais qui nous agressent, ils veulent prendre notre terre. Ils savent que cette terre-là n'est pas titrisée. Et Muzito dit, nous devons mener la bataille, la guerre, pour que nous puissions reprendre notre terre, que nous soyons maîtres de notre destin. Ça passe par notre prise en charge, ça passe par la restitution de la terre par les Congolais. Donc ça, c'est le combat pour que nous puissions nous approprier notre destin, avoir la mainmise sur nos richesses. Parce que dans cette terre, il y a des richesses. Ceux qui viennent l'exploiter, ils prennent la terre, donc le sol et le sous-sol, et les Congolais qui sont propriétaires de cette terre-là, ils sont là, ils vivent dans la pauvreté. Alors, pour revenir à la question sur Lamuka. Lamuka, le nom a été donné à Genève par Félix Tshisekedi. Le nom simplement. Mais je peux vous dire, sous contrôle des camarades de Nouvel Élan qui sont en Belgique et sous contrôle du Premier ministre, le camarade Adolphe Muzito, l'initiateur de notre parti, nous avons eu à travailler à ses côtés
sous ses recommandations pour un jour arriver à cette plateforme qu'on a dénommée la MOUCA. Je mets quiconque à défi de nous prouver que ce que je dis est faux. Mouzito a commencé les contacts ici, en Europe, d'abord au Congo, et puis ici en Europe, il a rencontré presque tous ces acteurs majeurs qui ont constitué ce qu'on appelait la MOUCA. Moïse Katumbi s'est trouvé ici en 2018 parce qu'il avait eu des problèmes là-bas. Mouzito l'a rencontré, a discuté avec lui sur la nécessité d'avoir un bloc pour aller aux élections contre le candidat, contre le système qui était là en place. Il a discuté avec Katumbi. Il est allé à La Haye. Il nous a demandé de préparer la lettre qu'on a envoyée à La Haye pour qu'il soit reçu, qu'il discute avec Jean-Pierre Bemba. Nous avons élaboré le courrier. On a demandé les éléments des renseignements sur les parents parce qu'il fallait remplir un formulaire. Il a discuté avec Jean-Pierre Bemba. Quelques semaines, je crois 1 ou 2 semaines après Bemba est sorti de la prison. Ils ont discuté encore avec Bemba en Belgique. Il a rencontré qui d'autre? Vital Kamerhe. Les contacts avaient commencé à Kinshasa. Il a rencontré Félix Tshisekedi à Uccle, si je ne me trompe pas. J'étais de la délégation avec d'autres camarades de Bruxelles, de notre... je parle ici du camarade Vincent, Faso, Kisengo, Kousekemena, Eva, Lumanisha. Nous étions tous dans la délégation. On a rencontré Félix Tshisekedi, on a discuté. L'objectif, c'était de mettre en place une plateforme. Qui d'autre on a rencontré? Presque tous ces acteurs-là qui étaient de l'opposition. Et de là est née l'idée d'organiser une rencontre qui pouvait réunir tout le monde. Au départ, c'était Addis Abeba, après c'était Conakry. Tout cela ne va pas aboutir. C'est encore le Premier ministre Adolphe Mouzito qui va nous demander de préparer un courrier à envoyer à l'ANC en Afrique du Sud. On a préparé le courrier, on l'a mis en anglais, ils ont signé avec les autres, on a envoyé un courrier là-bas pour que ces leaders-là se retrouvent en Afrique du Sud pour discuter sur la possibilité de se mettre d'accord autour d'un candidat. Ils se sont revus en Afrique du Sud avec les autres leaders. Jean-Pierre Bemba n'a pas fait le déplacement. Je pense que Vital Kamerhe était là, Adolphe Mouzito était là, je ne me souviens plus si Moïse Katumbi était là, mais je sais que Tshisekedi était représenté par celui qui est devenu son ministre de l'Intérieur, le premier gouvernement, j'ai oublié, Gilbert Kankonde. Je crois que Bemba était représenté par Madame Eve Bazaïba. Voilà, ils se sont rencontrés là-bas, et c'est là qu'apparaît M. Martin Fayulu. Donc, dans tout le processus, quand ils se sont vus, les images, on a des preuves, on a toute la documentation. Il apparaît en Afrique du Sud avant Genève. Et là, ils ont créé la MOUCA à Genève. À Genève va naître le nom de la MOUCA. On va leur demander de se mettre ensemble pour sortir un candidat. Entre-temps, Kabila avait déjà éliminé Mouzito en disant qu'il ne sera pas candidat. Ils ont trouvé des prétextes, conflit d'intérêts, il était du PALU alors qu'il avait déjà quitté le PALU. On n'accepte pas sa candidature. Katumbi, on n'accepte pas sa candidature. Il est allé jusqu'à Kasumbalesa, il est rentré. Bemba, on dit subornation de témoins, il n'est pas là. Alors, c'est qui se retrouvait à Genève pour se mettre d'accord pour avoir un seul candidat? On leur dit, réunissez-vous, trouvez un mécanisme par consensus, désigner un. Ils ne se sont pas mis d'accord. Et enfin, ils ont organisé des élections entre eux. Et ils se sont éliminés. Ils se sont éliminés entre eux, les candidats. Finalement, les autres les ont rejoints. Ils ont trouvé que Tshisekedi était éliminé. Il ne restait que Fayulu et, comment il s'appelle, le Matungulu. Et les uns et les autres ont tout fait pour que Fayulu devienne le candidat commun à l'élection. C'est une plateforme électorale.
avec un seul candidat, Martin Fayoulou. Tous les autres candidats qui étaient là, hommes politiques, leaders politiques, personne n'a pris le risque ou n'a accepté d'aller avec M. Fayoulou comme candidat commun. Il n'y a que Mouzito qui décide d'accompagner Fayoulou dans la campagne électorale parce qu'il a participé dans le choix de celui qui était là. Il y a d'autres choses que je ne veux pas dire à ce stade, mais Mouzito a joué un rôle important dans le choix, dans la désignation de M. Fayoulou. Il ira avec lui dans la campagne électorale. Les autres vont rester dans leur confort, à part ceux qui étaient interdits de mettre les pieds à Kinshasa, mais Mouzito est allé avec lui. On a vu dans l'avion au Katanga, quand on leur disait n'atterrissez pas ici, Mouzito a circulé partout avec Martin Fayoulou, parce que c'était le choix de la plateforme. Il y a eu le hold-up électoral. Tshisekedi a tourné Kazakh avec Vital Kamerhe, ils sont allés à Nairobi, ils ont fait leur histoire, ils se sont arrangés avec Kabila. Finalement, Tshisekedi, par la fraude, il devient président de la République. Encore Mouzito, dans la résistance avec Fayoulou. Il reste avec tous les autres. Ils sont là. Quelques jours après, c'est Matungulu qui quitte le bateau. Il rejoint Tshisekedi. Au départ, ce n'était pas encore Matungulu, c'était Moussa Nyamwisi qui dit qu'il rejoint là-bas pour faire la guerre parce qu'il part, il reste à 5. Quelque temps après, c'est Matungulu qui s'en va. Et ils sont restés à 4. Fayoulou Mouzito, Bemba Katumbi. Et dans cette plateforme de Lamuka, les 4, il y a des divergences à l'intérieur. Les autres disent on va mener une opposition républicaine. Mouzito et Bemba et Katumbi, ils mènent l'opposition républicaine, ils reconnaissent le régime en place. Les autres disent... Non, Bemba et Katumbi disent qu'ils vont faire une opposition républicaine. Les autres disent nous ne pouvons pas faire une opposition républicaine face à la fraude électorale. Donc c'est ces deux tendances qui s'affrontent au sein de la Mouka. Ce sont les premières séparations, les premières décisions. Jusqu'à ce que, lors des consultations initiées par Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi décident de rejoindre l'Union sacrée. Mouzito et Fayoulou restent dans la Mouka. Et on dit, est-ce que ce Lamouka-là va tenir? Ils sont restés les deux de la même province. Ils continuent à résister et finalement ils mobilisent et les gens se rendent compte que cette plateforme-là, la Mouka, que ces deux personnalités incarnent, continue à résister et c'est une plateforme qui se transforme. Ce n'est plus une plateforme électorale, elle devient une plateforme de résistance avec des objectifs politiques, lesquels résister et faire des propositions pour que nous ayons des bonnes élections en 2023. Avant, on a recherché la vérité des urnes. Ils ont fait une tournée européenne, américaine, pour dire recompter les voix pour que nous puissions résoudre le problème de la légitimité. On saura qui avait réellement gagné les élections. Ça n'a pas marché. Recomptage de voix, reprenons les élections, ça n'a pas marché. Maintenant, on est dans la résistance. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mener des actions pour que les prochaines élections, pour qu'on obtienne les réformes. On demande à Tshisekedi d'organiser une rencontre pour que nous puissions avoir une CENI réellement neutre, une cour constitutionnelle réellement neutre. Peut-être qu'ils se sont trompés. Quelqu'un qui est arrivé par la fraude, pouvait-il organiser ces rencontres avec comme objectif de démocratiser les choses? Moi, je pense qu'ils se sont trompés. C'est possible. Bon, ils ont mené des actions sur terrain pour pousser le régime à aller vers des réformes pour avoir des bonnes élections en 2023. Ils ont continué, les deux, jusqu'à ce que
il y a peu, l'année dernière, on était tous surpris d'apprendre de la bouche de M. Fayoulou qu'il créait ce qu'on a appelé le bloc patriotique, à l'insu de Nouvel Élan de Mouzito. Ils étaient restés à deux. Alors nous, en parallèle, on a vu les catholiques, à travers le KLCC, les protestants à travers le Milapro, prendre la même initiative. Nouvel Élan s'est dit, si ça s'inscrit dans cette logique, nous acceptons d'aller avec les organisations de la société civile et consorts. Mais si c'est Fayoulou qui est avec nous dans la Mouka, qui crée ce qu'on appelle le bloc patriotique, dans lequel on retrouve ceux qui sont partis de la Mouka pour rejoindre l'Union Sacrée, c'est-à-dire ensemble de Katumbi, et puis ceux qui ont fait ce qu'on appelait le hold-up électoral, c'est-à-dire le coup d'État électoral en 2018, c'est-à-dire le FCC de Kabila, dans ce qu'on appelle le bloc patriotique. Nouvel Élan n'est pas partie prenante. Sinon, nous sommes en train de tromper notre peuple parce que nous avons dit que c'est Kabila qui est à la base du hold-up électoral avec Tshisekedi. Alors nous sommes opposés à cela, à ce qu'on appelait le bloc patriotique. On était catégoriquement opposés. Et M. Fayoulou a préféré continuer avec son bloc patriotique sans nous. C'est là le début de la crise au sein de la Mouka. Et nous avons cheminé. Nous avions vu, après ce bloc patriotique, Fayoulou se mettre avec M. Matata. M. Matata qui est du PPRD, qui était du PPRD avant de créer son parti, et qui n'a jamais ouvertement dénoncé le hold-up électoral, parce qu'on nous dit, pourquoi Mouzito ne veut pas se mettre avec les kabylistes? Le problème ne se pose pas en termes, puisqu'il a travaillé aussi avec Kabila, non. Nous, on a dit, nous sommes prêts à se mettre même avec eux, mais qu'ils commencent par eux qui commencent par reconnaître que ce qu'ils ont fait à notre peuple, c'est quelque chose, je ne sais pas comment le qualifier, parce que les conséquences sont là. Regardez ce qui se passe à l'Est, l'adhésion de notre pays à l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, la gestion aujourd'hui calamiteuse de notre pays, tout ça, c'est une des conséquences du hold-up électoral, le procès du 100 jours, et tout ce que nous connaissons comme scandale financier, et Tilégelou et autres, ça vient du hold-up électoral. Donc tant que ces messieurs-là ne reconnaissent pas leurs responsabilités dans ce que nous vivons, ce n'est pas pour nous une bonne chose vis-à-vis de notre peuple de se mettre ensemble avec eux. Mais s'ils reconnaissent publiquement et qu'ils prennent la décision, et que même demain, s'ils accèdent de nouveau au pouvoir, qu'ils ne le feront plus, nous sommes d'accord à aller avec eux. Et aussi qu'ils disent à notre peuple qu'est-ce qu'ils veulent faire du Congo qu'ils n'ont pas pu faire pendant les 18 ans. Aujourd'hui, nous étions avec eux dans une alliance à l'époque du Palou. Nous sommes Nouvel Élan, nous avons notre projet. Nous souhaitons que chaque organisation puisse aussi avoir son projet. Alors, c'est la crise qui est née du bloc patriotique. Après, c'est Matata. Après, aujourd'hui, c'est avec Mukwege et consorts. Mais personne ne peut dire aujourd'hui qu'est-ce que Nouvel Élan a fait, quel est l'acte que Nouvel Élan a fait dans le sens de trahir le combat de notre peuple, de trahir notre engagement dans la Mouka. Parce que quand nous disons que vous êtes allés avec les ennemis de la démocratie, les ennemis de notre peuple, ceux qui ont fait le hold-up électoral, qu'est-ce qu'ils rétorquent? Ils nous disent, vous êtes à l'Union Sacrée. Vous comprenez? Alors que nous n'avons jamais adhéré à l'Union Sacrée, publiquement, et c'est moi qui ai pris la parole comme porte-parole en disant que nous ne pouvons pas aller dans cette Union Sacrée, au bloc patriotique, parce qu'il ressemble à l'Union Sacrée. Il n'y a aucun texte constitutif, c'est l'apologie, c'est à censer le président qui est là, M. Félix Tshisekedi. Et le bloc patriotique, c'est quoi? Pourquoi nous, on devait aller dans ce bloc patriotique? Il n'y avait aucun texte. Voilà là où il y a eu des contradictions avec Fayoulou, avec les gens qui sont autour de lui, jusqu'à ce que ça prenne la dimension que
cela a pris depuis un certain temps. Donc, pour répondre à ta question, qui a trahi qui? C'est à vous de juger. Au regard des éléments. Au regard des éléments, le bloc patriotique, ils l'ont fait avec ceux qui ont fait le hold-up électoral, avec celui qui a quitté la Mouka pour aller à l'Union Sacrée, et pire encore, j'ai suivi dernièrement la conférence de presse de M. Fayoulou. Il a abordé plusieurs problèmes. Il a dit que M. Mouzito ne faisait plus partie de la Mouka. Il l'a invité, il n'est pas venu. Mais le Lamouka a connu une évolution. On était dans la résistance. Pour nous, nous continuons la résistance, même si M. Fayoulou peut prendre le dessus comme porte-étendard de cette lutte contre la résistance. Ça ne nous gênait pas. Mais dès lors qu'il commençait à se mettre avec ceux qui sont à la base de la crise actuelle, nous, ça nous mettait mal à l'aise. Il nous a dit que nous ne sommes plus dans la Mouka, il a invité. Mais il y a eu un changement. La convention a été révisée. Désormais, ce ne sont plus les individus qui engagent leur formation politique, ce sont les partis. Et Mouzito ne dirige pas, en tout cas sur le plan des textes, la légalité. Ce n'est pas lui qui est à la tête du Nouvel Élan, c'est Paulin Mboma qu'on a mandaté pour siéger dans cette réunion de la Mouka. Mais M. Fayoulou n'a pas accepté que M. Mboma vienne là. Il connaît bien M. Mboma, mais il dit un certain Mboma. Vous comprenez? Bon. Mais moi, j'ai suivi sa communication. Il est à l'aise d'envoyer ses hommes chez Katumbi. Katumbi qui a trahi le combat de notre peuple au sein de la Mouka, qui a quitté la Mouka pour aller renforcer Félix Tshisekedi, lui et Jean-Pierre Bemba. M. Fayoulou est prêt à envoyer ses hommes aller assister au congrès de celui qui a trahi le combat de notre peuple. Et je pense que si Bemba et Katumbi étaient restés dans la Mouka, la situation ne serait pas celle que nous vivons aujourd'hui. Ils ont fragilisé la lutte de notre peuple, ils ont renforcé Tshisekedi. Et aujourd'hui, ils prétendent avoir quitté, Katumbi prétend avoir quitté, ce qui est une bonne chose. Mais moi, j'aurais voulu bien voir que ce gouvernement-là, de Tshisekedi et de Sama Lukonde tombé. J'avais bien voulu voir les conséquences de ce départ-là. Parce que Katumbi a plus ou moins 80 députés. Tous sont restés là, le gouvernement n'est pas tombé. Ils disent qu'ils sont partis. De deux, ces gens-là, ils ont fait leur consultation il y a plus ou moins une année. Katumbi avait annoncé son départ de l'Union Sacrée. Pourquoi ne l'avait-il pas fait à cette époque-là? Il va le faire maintenant, là. Je ne dis pas qu'il ne pouvait pas le faire, mais je constate que les décisions les plus désastreuses que le Congo a connues sous le règne de Tshisekedi ont été prises lorsque ensemble étaient dans le gouvernement. Ils ont voté la loi sur la CENI, ils ont voté la loi électorale, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, jusqu'à désigner ces gens qui sont à la tête de la CENI. Les gens de l'ensemble étaient dans ce gouvernement-là, dans ce Parlement-là. Ils ont voté la loi électorale. Vous comprenez? Le RAM. Ils étaient là dans ce gouvernement-là. Mais aujourd'hui, M. Fayoulou est à l'aise d'aller d'envoyer ses hommes aller siéger dans le congrès de ceux qui sont à la base du tort que nous avons connu. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, Fayoulou s'est défini toujours comme héritier d'Étienne Tshisekedi. Nous, on se définit comme héritier de Patrice Emery Lumumba. C'est intéressant. Nous, nous se situons dans la lignée de Patrice Emery Lumumba, de la lutte pour l'indépendance. Lui, il se réclame du courant tshisekediste. Mais nous savons comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Nous savons les jeux qu'ils ont l'habitude. Nous, on a montré notre, comment dire, la discipline qui nous caractérise. Nous avons été avec M. Fayoulou partout dans le combat pour l'indépendance, pour la souveraineté de notre peuple. Le peuple qui a voté pour Fayoulou, et nous allons continuer à le dire, ce peuple a voté pour Fayoulou,
On a volé la victoire de notre peuple. Mais au lieu que Fayoulou reste constant dans cette lutte, c'est comme quelqu'un qui est dans un couple. Il commence à flirter avec d'autres femmes. Nous, on te dit, mais non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu casses le couple. Aujourd'hui, on te voit avec Kabila. Demain, avec Moïse Katumbi qui est parti. Nous, on n'a pas le droit de dire que ce que vous êtes en train de faire, ça ne tient pas. Il est dans la Mouka. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le bloc patriotique, avec les Matata et les autres, que la Mouka n'a pas pu faire quand on était ensemble avec eux? Il a fragilisé la lutte. Maintenant, nous voulons faire, nous avons voulu, à travers la Mouka qui est restée, faire un diagnostic pour avancer, une autocritique, pourquoi pas? Nous devons évaluer, nous sommes en pleine année électorale. Est-ce que ce que nous avons fait n'a pas abouti après presque 4 ans de lutte? Est-ce que nous n'avons pas pu obtenir les réformes qu'on attendait? Avoir une CENI réellement neutre pour des bonnes élections, avoir une cour constitutionnelle réellement neutre pour dire le droit. Est-ce que nous n'avons pas été capables de mobiliser suffisamment notre peuple? Voilà pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs. Est-ce que nous n'avons pas, dans cette mobilisation, pu intégrer les aspects liés à la vie des Congolais, c'est-à-dire les problèmes de la société? Parce que nous, on mobilisait plus pour avoir une CENI neutre. Ça, c'est l'affaire des politiciens. Mais pour l'implication du peuple dans cette histoire, on n'a pas intégré, par exemple, le fait que les femmes, nos mamans, on a détruit les Andou. Pourquoi on n'a pas mobilisé le grand marché? Pourquoi on n'a pas mobilisé pour ces problèmes-là? Le peuple aussi nous reproche ça. Vous nous appelez seulement pour venir dans vos marches, pour la CENI et les autres. Mais quand nous avons des problèmes, vous ne venez pas. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment mobilisé sur ce plan-là. Il faut faire un diagnostic pour voir là où ça n'a pas marché. Et lever les options. Est-ce que nous continuons dans la résistance parce qu'on n'a pas pu obtenir les réformes qu'on attendait? Donc nous continuons dans la résistance, nous ne participons pas aux élections. Ou bien nous nous disons, nous avons essayé, ça n'a pas marché, nous allons aux élections, malgré ça, et nous allons mobiliser notre peuple s'il y a fraude pour investir dans la rue. Nous devons lever les options. Mais quand on veut parler de ces problèmes-là, Fayoulou réunit ses acolytes, il décide, non, je ne veux plus de Mouzito, je ne veux plus de Nouvel Élan, ils sont à l'Union Sacrée, et ainsi de suite. Alors que formellement, Nouvel Élan, Mouzito, n'a jamais fait une déclaration qu'il adhérait à l'Union Sacrée. Katumbi qui est allé à l'Union Sacrée avec Jean-Pierre Bemba, Fayoulou est à l'aise avec lui, mais avec celui qui s'est battu avec lui pour faire respecter la volonté du peuple, seulement par le fait qu'il se déclare candidat à l'élection présidentielle, ça met Fayoulou mal à l'aise, alors que nous sommes dans une plateforme, dans la résistance, et maintenant que nous tendons vers les élections, dans une plateforme, c'est un rassemblement des organisations politiques. Chaque parti a son autonomie. Ils étaient au congrès à Kisangani. Ils ont lu les résolutions, nous avons suivi. Ils ont fait de Fayoulou le candidat, de décider à l'élection présidentielle. Pourquoi ne veulent-ils pas que nous puissions aussi avoir un candidat? Le Nouvel Élan, ce n'est pas les idées. Le Nouvel Élan, Mouzito, ce n'est pas Fayoulou. Donc voilà pourquoi nous avons tenu à clarifier les choses pour dire qui a trahi qui par rapport au texte, les objectifs que nous nous sommes assignés. Est-ce que Nouvel Élan a trahi ses objectifs? Est-ce que Nouvel Élan s'est allié avec d'autres forces en dehors de la Mouka? Si Nouvel Élan l'a fait, qu'on nous le prouve. Mais nous avons la preuve des déclarations de M. Fayoulou disant qu'il a créé le bloc patriotique dans lequel il invitait les gens de Kabila qui sont à la base du hold-up électoral. Nous avons vu encore ces hommes se mettre avec Katumbi. Et voilà. Et vous allez constater, il y a une chose, je vais chuter peut-être par là. Une caractéristique. Nous sommes des gens très disciplinés. Nous avons accompagné, nous avons suivi
les instructions, on était loyal vis-à-vis de notre peuple. Le choix, c'était M. Fayoulou. Nous avons soutenu le combat de M. Fayoulou, de notre peuple, à travers le candidat, ce qui était M. Fayoulou. Mais regardez le comportement des autres. Regardez ce qui se passe à l'Union Sacrée avec Katumbi. Quand Katumbi est avec Tshisekedi, je n'entre pas dans le débat des origines des gens. Il faut faire la part des choses. Il est bon, il est congolais. Dès lors qu'il décide de quitter, on dit qu'il est zambien, italien, ceci, cela, israélien, tout. Mais lorsqu'il a quitté la Mouka pour aller renforcer, il s'était bien avec lui. N'oubliez pas que Katumbi était dans leur histoire de rassemblement du vivant de Etienne Tshisekedi. Là, il ne se posait pas un problème. Il ne se souvenait pas que Katumbi était un Zambien à cette époque-là. C'est le même Katumbi, non? Oui. Alors, donc, vous allez constater la diabolisation, le combat avec Katumbi. Regardez le comportement des gens de Fayoulou. Tant que Mouzito est avec eux, non, ce n'est pas un voleur. Dès lors que Mouzito montre qu'il a un parti politique, il a des ambitions, il envoie ses lieutenants à la télévision. Mouzito est le candidat médiocre, il a 300 maisons, il a ceci, cela. Et ça, c'est la caractéristique des Tshisekedistes. L'insulte facile, la diabolisation. Tu trouves ça chez les gens de Martin, qui l'envoie à la télévision pour s'attaquer à la personne de Mouzito. Tu trouves la contradiction. C'est le même qui dit le scandale du siècle, Bukanga Lonzo et consort, avec Matata. Il a tenu un discours en disant Matata, Bukanga Lonzo, on doit les juger. Aujourd'hui qu'il est avec Matata, on n'en parle plus. Mais le jour où Matata va dire que moi, je prends mes distances, ces hommes vont passer à la télévision. Ça, c'est l'idéologie tshisekidiste. Mais nous, en tant que lumumbistes, nous prenons les valeurs. Nous sommes restés fidèles à dire Fayoulou a gagné les élections, il faut des réformes pour qu'on ait des élections transparentes. Et maintenant qu'on s'approche des élections, que chacun de nous, en tant que parti politique, puisse préparer son programme, son projet, qui le présente à notre peuple. Voilà pourquoi Nouvel Élan s'apprête à aller au Congrès pour désigner ses candidats. Il n'est pas exclu que M. Mouzito devienne officiellement le candidat de Nouvel Élan. Les candidatures sont ouvertes. Les autres qui ont aussi cette ambition, les membres, peuvent aussi présenter leurs candidats. Et Mouzito est en train de préparer son offre politique. Il présente l'offre politique, il parle de la titrisation des terres, il parle de pas mal de choses. Il a publié pas mal de tribunes. J'ai suivi monsieur le président Fayoulou dire qu'il a les projets de loi qu'il a proposés, c'est lui qui les élaborait. Il se réveille tôt le matin pour faire ce travail-là. Mouzito, c'était un conférencier. Donc, c'est lui qui faisait ce travail-là. Mais, attendez, Mouzito a produit plus de 30 tribunes, plus ou moins de 30 tribunes. Et depuis que Tshisekedi est là, je crois qu'il en a produit 6 plus ou moins. Mais les Congolais savent qui est capable de faire quoi. Donc c'est ridicule de tenir ce genre de propos dans l'opinion en disant « moi je fais ça, je me lève tôt ». Lui ne venait que comme conférencier. Ce n'est pas sérieux. Mais maintenant, nous constatons qu'il a des acolytes, des gens à lui, qu'il rassemble. Maintenant, il fait tout pour s'accaparer de la Mouka. Mais ce n'est pas la première organisation que M. Fayoulou cherche à s'accaparer. Aujourd'hui, la Mouka l'intéresse. Je lui poserai la question. Qu'en est-il des forces acquises au changement? De la dynamique de l'opposition? Ils se sont insultés à la place publique avec Matungulu, je me rappelle, avec les Délices Sanga, avec les Claudel Loubaya, avec les Vital Kamere pour la dynamique de l'opposition. Donc ça ne sera pas
pour nous une surprise. Ce n'est pas une surprise pour nous qu'ils se mettent à remuer ciel et terre pour s'accaparer de la Mouka, alors que nous, on l'a vu venir à la Mouka. Donc, les gens doivent comprendre une chose. Nouvel Élan n'a trahi personne et la lutte politique se fait sur base des principes. Nous ne sommes pas derrière des individus. On se met d'accord sur des textes. Et la convention de la Mouka, depuis Genève, la Mouka comme plateforme électorale, Nouvel Élan à travers Mouzito, Mouzito à travers Nouvel Élan, nous avons été fidèles aux aspirations de notre peuple. Nous avons soutenu notre candidat Martin Fayoulou jusqu'au bout. Et la Mouka s'est transformée en plateforme de résistance. Nous avons mené des actions ensemble avec M. Fayoulou dans le cadre de ce Lamouka-là, jusqu'à ce qu'il prenne la décision de créer le bloc patriotique à notre insu. Et depuis lors, la crise s'est installée. Il nous a quittés. Il est allé avec ensemble avec le FCC. Après, il est allé avec Matata et autres. Aujourd'hui, il reprend avec Katumbi. Nous sommes restés fidèles et nous continuons la lutte pour la démocratie, pour la souveraineté de notre peuple et pour l'indépendance de notre pays. Puisque ainsi et que M. Fayoulou a violé lui-même sa propre virginité politique, les textes de la Mouka, peuvent-ils pas l'exclure carrément? Bon, ça dépend des textes et ça dépendra de la décision des organes de la Mouka qui vont décider de l'exclure ou pas. Donc c'est prévu. Mais bien sûr, mais moi je voudrais fixer l'opinion aujourd'hui, camarades, que l'on soit clair. Personne n'a trahi la Mouka. En tout cas, la trahison ne vient pas de Nouvel Élan. Et j'ai démontré à A+B que nous sommes restés dans la lignée de notre combat, des engagements que nous avons pris. Merci beaucoup, camarades. Vous avez... oui. J'aurais une question. Oui. Parce que quand on prend un peu de temps, on se rend compte que la Mouka est malheureusement en train d'imposer de l'intérieur. Oui, j'aurais une question. Parce que quand on prend un peu de temps, on se rend compte que la Mouka est malheureusement en train d'imposer de l'intérieur. On sait maintenant que les CIDE a nommé Martin Fayoulou comme pour se présenter aux élections présidentielles, avec le cible aussi, nous sommes la Mouka, et quand le Nouvel Élan va faire la même chose aussi. Ça veut dire qu'au sein même de la Mouka, il risquerait d'avoir deux personnes qui se présentent en tant que président. Qu'est-ce qui va se passer premièrement? Et souverainement, j'aimerais savoir, en tant que Nouvel Élan, on sait tous très bien ici que c'est très compliqué de partir aux élections comme un cavalier seul. Quels sont aujourd'hui les partis politiques amis? Chaque parti a son autonomie. Dans les textes qui régissent le fonctionnement de la Mouka, il n'est pas interdit aux partis et CIDE et Nouvel Élan qui constituent le noyau de s'organiser et de présenter les candidatures. Nous sommes en démocratie. Si Fayoulou est démocrate, je ne vois pas pourquoi il voit d'un mauvais œil la candidature de Mouzito à la tête... Donc il pourrait savoir Nouvel Élan, El Fayoulou et Nouvel Élan, non, pardon, la Mouka. Non, il y a possibilité. Aujourd'hui, nous voyons les choses en termes des programmes. On s'est dit, mettons fin à l'alliance des individus, des personnes. Parce que l'alliance des personnes a démontré ses limites à partir de Genève. Les gens se sont réunis en tant qu'individus. Ils n'avaient pas un programme par rapport au Congo. Vous savez, ce qui se passe actuellement dans notre pays, il faut bien analyser les choses. Ceux qui sont à la tête du pays actuellement, c'est tous des gens de la Mouka. Félix était à Genève comme la Mouka. Oui. Vital Kamerhe était à Genève comme la Mouka. Jean-Pierre Bemba était à Genève comme la Mouka. Moïse Katumbi comme la Mouka. Il n'y a que les deux de la Mouka qui sont restés à l'extérieur, qui n'ont pas été dans ce gouvernement. C'est Mouzito et Fayoulou. Et ceux qui sont allés dans le gouvernement, la raison de la crise actuelle, moi je pense, et nous sommes de cet avis,
que c'est le fait qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur un programme commun. Ils allaient respecter ce programme, le problème ne se poserait pas. Mais puisqu'ils sont allés là-bas, dans la fraude, les autres ont fraudé. Ils n'ont pas eu un programme comme tel. Ils se sont mis là-bas pour gérer le pouvoir, pour jouir. Et ceux qui les ont rejoints, ils ne se sont pas basés sur un document, un texte en disant « nous nous mettons d'accord pour réaliser ça et ça, nous allons évaluer ». Conséquence, les gens de Katumbi se rendent compte que ils n'ont rien fait. Il y a eu ce scandale de RAM à leur époque. Il y a eu cette histoire de la CENI, la loi électorale, l'adhésion à l'AEC. Tous les dégâts, ils étaient là. Et lorsqu'il s'agira de juger le bilan, ils sont comptables. Ils ne nous diront pas que ça ne les concerne pas. Ils ont été là-bas, ils ont leur part des responsabilités. Voilà pourquoi nous, pour éviter cette histoire d'individus, nous disons, nous sommes prêts, nous, à discuter même avec M. Fayoulou, même avec M. Kabila, même avec les autres, mais pourvu qu'on innove, qu'on fasse la politique comme on l'a fait ailleurs. Mettons programme sur programme, qu'est-ce que nous voulons faire du Congo demain? Pas des individus, parce que les individus ont montré leurs limites. Ils arrivent au pouvoir, ils se servent. La preuve, c'est RAM, c'est tout ce qu'on vit comme scandale, Tchilégelou et autres. Donc pour nous, maintenant, il est clair, il faut mettre en place des programmes. Et nous allons discuter en fonction des programmes. Pas en fonction des individus. Et il n'est pas exclu qu'on se mette d'accord. Si on se met d'accord, on a un candidat, on a un programme commun, nous allons aux élections. Mais Nouvel Élan va avoir son candidat et va présenter son programme, son offre politique, c'est au peuple d'accepter ou pas. Il n'a trahi personne en le faisant. C'est de la démocratie. Dans une plateforme, on a plusieurs organisations politiques. Ces organisations ont leur autonomie, ont le droit de présenter leur candidat à l'élection présidentielle, sauf si c'est une dictature. Or, je constate que les mêmes pratiques qui se faisaient dans l'Union sacrée, version Tshisekedi Etienne, ou quand Kibasa faisait X, Y, on disait c'est un traître. Quand c'est Tshisekedi qui rencontrait Mobutu, non, lui c'est un saint. C'est un peu la même mentalité qu'on voit de l'autre côté. Mais nous qui sommes restés fidèles en respectant les principes de notre lutte, en disant notre peuple avait choisi M. Martin Fayoulou, c'est son choix, nous nous battons pour l'expression de notre peuple et nous nous battons pour la résistance afin que nous ayons des élections transparentes, démocratiques. Nous ne flirtons avec personne, on dit, vous avez trahi. Et eux qui sont allés en plein jour avec les Matata, avec les Chadari, en faisant le bloc patriotique, en se ralliant de nouveau avec Katumbi qui a fragilisé la lutte de notre peuple, ceux-là n'ont pas trahi le peuple. Mais c'est le Nouvel Élan qui a trahi du fait qu'il refuse le dictat de M. Martin Fayoulou. C'est ça la précision à donner à notre peuple pour qu'il sache bien qui est qui et qui a fait quoi. Merci beaucoup, chers camarades. Moi, je crois que vous avez été vraiment très intéressant dans tout ce qui a été évoqué ici. Vous avez donné des informations très enrichissantes. Et même pour tous ceux qui nous suivent, je pense beaucoup de points ont été éclairés par rapport à la vision de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, par rapport à son héritage, par rapport à la vision de Nouvel Élan dans la continuité donc, de cette lutte. Et aussi en présentant aujourd'hui la situation qui prévaut dans la Mouka. Je pense que chacun de nous peut se faire vraiment son jugement, son opinion par rapport à ces éléments qui sont factuels, qui sont clairs, et par rapport donc voilà, savoir qui a trahi qui et qui est dans cette nébuleuse qui continue, qui a trahi, qui a menti au peuple depuis des années et qui aujourd'hui risque de nous conduire dans d'autres situations désastreuses. Alors aujourd'hui, donc là, pour pouvoir chuter, vu le temps qui touche à sa fin, je voudrais qu'on chute justement sur ce point du processus électoral actuel, parce que justement, la plateforme Nouvel Élan que nous avons évoquée avait été une plateforme électorale, est devenue une plateforme de résistance, et aujourd'hui se rapprochent les élections, donc nous sommes en pleine année 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la position de Nouvel Élan par rapport à ces processus? Vraiment très brièvement, pour pouvoir clôturer notre point d'aujourd'hui. Oui, merci camarade Christophe. Bon, nous on a déjà fait un communiqué, je ne me rappelle plus de la date,
nous avons parlé d'un comité, de la nécessité de mettre en place un comité de lutte contre la fraude électorale. Nous avons clairement dit que M. Kadima était en train de préparer la fraude électorale, au regard des éléments que nous avons eu à produire. Et n'oublions pas que c'est lui qui est actuellement à la tête d'une structure de la CENI, comment ça s'appelle, le secrétariat, le même poste qu'occupe le secrétariat national, que Ronsard Malonda a occupé là. C'est un garde de l'UDPS, c'est un cadre de l'UDPS. Donc, j'ai oublié le nom de ce monsieur. Ce monsieur est un cadre de l'UDPS. Et avoir les éléments qui viennent des provinces, parce que nous, le Nouvel Élan, nous sommes quand même bien implantés à travers toute l'étendue du territoire national. Nous avons demandé à nos provinciaux de nous remonter tous les éléments en rapport avec le déroulement des opérations d'enrôlement. Mais nous constatons, au regard déjà de ce qui nous arrive comme information, mais au moment opportun, nous allons produire une déclaration avec des informations sur ces enrôlements. Le travail se fait, mais nous constatons déjà que les choses ne marchent pas. D'abord, en termes de temps, on ne peut pas enrôler 50 millions de Congolais en 3 mois, vu le niveau des infrastructures actuelles de notre pays, vu aussi les conditions dans lesquelles ces gens sont en train de travailler. On voit bien que beaucoup de centres d'enrôlement ne fonctionnent pas. Soit les machines tombent en panne, soit ces machines ne fonctionnent pas. Donc l'optimisme qu'avait M. Kadima avant le début, avant même les opérations, et ce que nous vivons actuellement, démontre à suffisance que nous avons eu raison de ne pas croire à son calendrier qu'il a présenté. Nous avons dit que, au regard de ce que nous avons fait comme diagnostic, le retard que nous avons connu et la manière dont les opérations sont conduites, nous sommes en droit de dire qu'il y a une fraude électorale qui se prépare. Quand on voit les centres, les nombres de centres d'enrôlement dans les provinces de l'Ouest, je prends l'ancienne province du Bandundu, au Congo central, à l'Équateur, on constate, à l'Équateur, il y a quand même une petite augmentation, mais dans le Bandundu, on a considérablement diminué. Kwango, Kwilu, on a vraiment diminué le nombre de centres d'inscription. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils n'ont pas été en mesure de nous donner des réponses convaincantes. Moi, j'étais le 2 décembre à Bruxelles dans une conférence ou dans un séminaire où M. Kadima était là. On lui a posé toutes ces questions. Il était incapable de répondre. Donc, nous sommes en droit de croire qu'il y a une fraude qui se prépare à travers ce processus électoral qui aboutira aux élections en décembre de cette année. Voilà pourquoi nous pensons au niveau de Nouvel Élan qu'il faut préparer le peuple. Le peuple doit se préparer, se mobiliser, d'abord pour participer, malgré qu'il y a des problèmes, à l'enrôlement. Nous devons nous enrôler et avoir nos cartes et constater les défaillances, les dénoncer pour que ça puisse être pris en compte, pour améliorer, si c'est possible. Mais nous continuons à insister. Nous voulons réellement une CENI neutre et indépendante. Nous voulons réellement une cour constitutionnelle avec des juges réellement neutres. Et nous voulons un processus transparent avec des témoins, avec des observateurs nationaux et internationaux. Nous voulons que le résultat des bureaux de vote soit publié dans toute l'étendue du territoire national. Nous voulons qu'on nous rende compte des opérations, comment elles se déroulent. Et nous devons ils doivent nous dire, ces machines, comment ils ont fait pour les acquérir. Est-ce que la loi sur les marchés publics a été respectée? Oui. Tout ça, c'est des éléments que notre peuple, qui est le contribuable, qui donne l'argent, veut connaître. Donc c'est opaque jusqu'à ce moment.
Et Nouvel Élan, au moment opportun, rendra public ces enquêtes, et parce que nous avons mis en place une structure pour suivre ces élections. Mais nous mobilisons le peuple, comme je l'ai dit, puisque nous nous situons dans le combat de Patrice Emery Lumumba, qui dit nous devons nous prendre en charge, nous devons prendre le destin de notre pays, de notre peuple en main. Voilà pourquoi le peuple doit se mobiliser pour prendre en charge ce processus, parce que si nous faisons des mauvais choix, si nous acceptons de nouveau la corruption, la fraude, eh bien, nous allons vivre le même phénomène qu'on a vécu de 2018 avec Tshisekedi jusqu'en 2023. Et pour mettre fin à cela, nous devons nous-mêmes nous impliquer dans ce combat-là. Et nous devons faire très très attention, parce que j'entends les gens dire, hein, je vois comment ça se passe au pays. Ceux qui étaient là, là c'est la question de notre programme, ceux qui étaient, c'est bizarre, hier, on a cru que le fait que Tshisekedi était opposant, il avait la légitimité. Une fois qu'il va arriver au pouvoir, les choses vont s'améliorer. Il est là au pouvoir, son bilan est catastrophique. J'entends les gens dire Kabila Zonga. On oublie qu'il était là aussi pendant 18 ans. Le bilan était jugé catastrophique. Vous comprenez? Bon, demain, nous on peut dire que nous sommes mieux. Mais on va nous juger par rapport à quoi? Par rapport à nos têtes? Voilà pourquoi nous, ici, nous vivons en Europe, ici, nous voyons comment la politique se fait. Macron, il présente son programme. Les gens le jugent par rapport à son programme, pas par rapport à la tête de Macron. Nous devons copier des bons exemples. Mais au Congo, on fait les choses en tenant compte des individus, des personnes. Parce que Tshisekedi parle bien, parce qu'il est dans l'opposition. S'il arrive là, il fera des bonnes choses pour notre peuple. La preuve est là. Il s'est cassé les dents. Rien ne dit que demain, si Mouzito arrive là-bas, en parlant, sans programme, il fera des bonnes choses. La même chose est valable pour M. Martin Fayoulou et les autres. Voilà pourquoi nous disons il faut un programme pour qu'à la fin de notre mandat, qu'on puisse nous juger par rapport à ce que nous avons promis à notre peuple. Et puisque je dis qu'il faut copier les bons exemples, ici, aux élections, on a vu, Marine Le Pen était contre Macron, mais il ne s'est pas mis avec Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon aussi était opposé à Macron. Il a constitué une force, il est allé aux élections, il était en 3e position. Pourquoi nous devons absolument nous mettre derrière X et Y? Si nous sommes convaincus de notre capacité à mobiliser avec un programme, si nous pouvons fédérer ceux qui sont d'accord avec nous, nous irons aux élections. Nous n'avons trahi personne. Nous voulons continuer le combat de Patrice Emery Lumumba, la lutte pour la souveraineté, l'indépendance de notre pays. Nous voulons que nous puissions respecter les principes et que la classe politique respecte les principes. Nous voulons que nous ayons cette fois-ci la possibilité de moderniser la politique, la lutte politique, à travers des programmes et non à travers les individus. C'est ça le combat, c'est ça le message de Nouvel Élan. Merci beaucoup, chers camarades. En tout cas, ça a été une vraie carnaval de pensée, parce que nous avons été éclairés. Alors, en tout cas, en guise de conclusion, pour chuter donc après tous ces différents échanges que nous avons pu avoir. Aujourd'hui, donc, le point de notre conférence qui a été autour du combat de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, nous avons retenu donc sa grande vision par rapport à l'indépendance, la souveraineté de notre peuple, et rajouter à cela donc tout ce qui concerne la bonne gouvernance, la démocratie, la liberté et l'épanouissement donc du peuple congolais et de l'Afrique en général. Et notre camarade, notre brillante exposant de ce soir, en tout cas, nous a également parlé de ce qu'a été, ce qui est aujourd'hui, donc ce que représente aujourd'hui Nouvel Élan par rapport à cette lutte et la discipline ou le positionnement de Nouvel Élan, la clarté de ses idées, la clarté de son programme par rapport à toute cette situation qui prévaut aujourd'hui dans la MOUCA, donc cette plateforme qui a été constituée, dont l'un des initiateurs est justement donc le camarade Adolphe Mouzito.
Et notre camarade, notre exposant donc de ce matin, le camarade Albert Moukoulou-Boundou, nous a également donc présenté en quelques lignes, en quelques grandes lignes, comment la vision du nouvel élan est quelque chose de stable et quelque chose de bien précis et qui aujourd'hui nous conduit dans ce processus électoral qui veut mobiliser le peuple, réveiller le peuple pour que nous sachions avoir demain des dirigeants qui seront comptables, non par rapport à ce qui représente leur physique ou leur appartenance à un groupe ethnique ou à quelque mouvement que ce soit, mais par rapport au programme. Et aujourd'hui, Nouvel Élan se distingue par rapport à plusieurs autres acteurs politiques, par rapport à sa rigueur dans le programme ou dans ses activités, dans ce qu'il représente aujourd'hui comme sa vision du lendemain, la vision d'un Congo qui se veut être demain un État épanoui, développé. Et ce programme qui nous sera donc présenté dans les jours qui viennent, qui s'inscrit justement dans les grandes lignes de la lutte de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. C'était un plaisir pour nous d'être suivis par vous, d'être accompagnés par vous. Nous remercions également donc par la même occasion tous les camarades qui ont été présents à cette réunion. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si notre camarade Albert pourra conclure en deux mots, vraiment rapidement, pour que nous puissions donc lever notre séance d'aujourd'hui. Voilà. Je vais conclure rapidement en remerciant tous les camarades qui se sont déplacés aujourd'hui pour cette conférence qu'on a organisée pour commémorer Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, et puis répondre à certaines interrogations sur les questions brûlantes d'actualité politique dans notre pays, parmi lesquelles cette question de l'enrôlement et de l'AMUCA. Et voilà, moi je remercie tous ceux qui se sont déplacés. Et, je remercie aussi le camarade Christophe pour la modération. Je souhaite que nous puissions, nous, dans Nouvel Élan, continuer dans la même lancée, dans cette vision qu'avait Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance, pour la souveraineté de notre peuple. Et nous voulons de l'indépendance, mais nous voulons aussi collaborer avec les autres États du monde. Tous les États du monde sont les bienvenus dans notre politique, mais pourvu que le fruit de cette coopération profite à la grande majorité de notre peuple et non à des individus. C'est ça la philosophie de Nouvel Élan. Aujourd'hui, nous élaborons notre programme que nous allons présenter à notre peuple lors des élections. Et puis, nous nous mobilisons pour barrer la route à la fraude électorale. Et nous voulons avoir des alliances basées sur le programme et non sur les individus pour corriger les fautes, les erreurs du passé. Donc, Nouvel Élan continue ses activités, ses réunions ici en Europe, principalement en France. Donc, les activités continuent. Ceux qui veulent nous rejoindre peuvent adhérer. Moi, je suis joignable au 06 17 25 75 16. 06 17 25 75 16. Donc ceux qui veulent venir dans la fédération, ils sont les bienvenus. Nous continuons la lutte. Et ceux qui sont à Kinshasa et dans l'arrière-pays, ils sont en train de travailler à se mobiliser. Cette année, c'est une année électorale. Si tout se passe bien, nous allons tous nous mobiliser pour que cette fois-ci, l'expression, la volonté de notre peuple soit respectée, que nous puissions résoudre la question de l'illégitimité des institutions, que nous ayons des institutions légitimes qui incarnent les aspirations de notre peuple et que ceux qui seront élus mettent en application leur programme et que notre peuple puisse, à la fin du mandat, évaluer ce qu'ils ont fait. Si cela n'est pas bien fait, qu'ils sanctionnent ceux qui ont été élus et s'ils ont bien travaillé, qu'ils puissent continuer leur mandat. Voilà notre combat à nous. Nous ne sommes pas dans la diabolisation, nous ne sommes pas dans les insultes, nous sommes pour la vérité, nous ne sommes pas pour la démagogie, nous sommes pour le respect des principes. C'est-à-dire, notre combat se situe dans la vision des pères fondateurs de la RDC, ceux qui se sont battus pour l'indépendance, pour la souveraineté, mais il faut moderniser ce combat. Voilà pourquoi nous parlons
du programme. Voilà pourquoi nous nous inspirons de ce qui se passe bien ailleurs et nous voulons que cela puisse se faire aussi dans notre pays pour que notre pays puisse se développer.